Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur les vampires. Dans sa première partie, nous avons soigneusement décortiqué le sens du mot vampire, examiné le mythe sous toutes ses formes, vu toutes les sortes de vampires dans le monde et parlé des vampires fictifs, ainsi que de ceux ayant réellement existé. À présent, nous allons davantage nous concentrer sur les différentes manières de le neutraliser, avant de voir s'il serait possible de guérir de cette malédiction et d'aborder l'explication du phénomène d'un point de vue plus scientifique. Vous êtes prêts ? J'imagine que vous savez déjà comment vous armer contre les vampires. Pieux, dague en argent, crucifix et Bible, eau bénite. Le vampire semble en effet avoir très peur des symboles religieux. Tout ce qui incarne la pureté, la protection contre le mal et l'élévation spirituelle. C'est donc tout naturellement, si je puis dire, que des plantes associées à cela aideront à vous prémunir de ces méfaits. Tous les folklores du monde semblent s'accorder sur ce point. Ainsi, la verveine, avec sa vertu d'éloigner les énergies négatives et les entités maléfiques, pourrait faire un bon répulsif. Mais ce n'est pas tout. La verveine est aussi associée à l'amour et à l'harmonisation des relations. Se pourrait-il que le parfum de la verveine ait le pouvoir de réveiller en la créature ce qu'il lui reste d'humain et de compatissant, et de pacifier ses intentions ? À titre personnel, la verveine porte bonheur. Autant mettre toutes les chances de son côté, dans ce cas. Le millepertuis dispose des mêmes vertus que la verveine, mais possède aussi la capacité de nettoyer les énergies stagnantes, parfaite pour les vampires de l'ombre. Donc, le millepertuis augmente en soi la joie et le bonheur. Ce qui n'est pas inintéressant si on admet l'idée de vouloir terrasser un vampire en lui faisant retrouver ce qu'il a perdu, ses sentiments humains, et ainsi l'émouvoir et le forcer à cesser ses attaques. Le millepertuis a longtemps été employé pour élever la conscience, ainsi que dans des rites de passage sur le plan psychique. Ne peut-on pas alors imaginer que le millepertuis, par son action, ouvrirait au vampire un passage vers la lumière ? Une chance de pardon et d'absolution, de se débarrasser du mal en lui pour redevenir une âme pure. L'armoise protège et éloigne également les forces négatives des personnes ou des espaces, mais détient aussi le pouvoir d'ouvrir le troisième œil et de rendre plus sensible aux puissances éthérées bienfaisantes. Cela veut dire que le vampire, à son contact, pourrait lever en lui le voile de ténèbres qui obscurcit son âme et découvrir l'atrocité de ses méfaits sous un tout nouveau jour. Elle peut tout autant protéger votre âme des vampires astraux, par exemple. Si le romarin, à l'instar de la verveine ou du millepertuis, a le pouvoir de purifier les espaces et éloigner le mal, il vous servira surtout à vous, plutôt que comme d'une arme contre les vampires. On pense que cette plante détiendrait en effet le pouvoir de renforcer la volonté et la détermination, indispensable lorsque l'on s'apprête à sortir pour chasser les vampires. L'ânette est un peu particulier. Toujours protecteur et purificateur, utiliser de l'ânette peut vous servir d'appât dans votre chasse aux vampires, mais c'est à double tranchant. L'ânette suscite le désir chez soi comme chez les autres, ce qui peut vous rendre délibérément vulnérable et attirer le vampire dans un piège. Il ne résistera pas à l'attrait d'une victime facile. Il ne vous restera plus ensuite qu'à procéder à son élimination. La sauge, de toute évidence reine des plantes protectrices, est sans conteste la plus puissante des armes naturelles. Elle éloigne toutes les énergies et les entités néfastes, purifie les espaces, les personnes et les objets, guérit les blessures et apporte courage, détermination et clarté mentale. Elle favorise la prise de décision, comme le romarin, porte bonheur en favorisant la chance dans ses actions, et éveille chez les autres l'amour, la paix et la bonté. Ce qui peut fortement contrarier une créature animée exactement par tout l'inverse. La lavande vous aidera à lutter contre la peur. Protégeant et repoussant tout autant que les autres les énergies noires, elle est d'une grande aide contre les vampires des rêves et les vampires astraux, car elle posséderait la vertu de favoriser des rêves paisibles et des sorties astrales harmonieuses. Le vampire, à cause de son odorat extrêmement développé, déteste en outre tout ce qui sent fort. C'est une agression terrible pour lui.
Aussi, les graines de moutarde éparpillées autour de votre lit ou de votre maison seraient d'un parfum très urticant pour le vampire et le forceraient à rebrousser chemin. Les ronces sont quant à elles une excellente barrière physique à dresser autour de soi, pour des raisons évidentes. Mais le remède le plus connu pour lutter contre les vampires est l'ail. Pourquoi cela ? L'ail possède une odeur forte et pénétrante, certes, et peut empêcher le vampire de vous approcher, mais en vérité, il peut s'utiliser d'une autre façon. Si vous l'ingérez, sous forme d'aliment ou de tisane, vous bénéficierez de ses vertus protectrices et purificatrices. Vous vous immuniserez contre les maladies générées par son éventuelle morsure. Vous vous porterez bonheur. Et cela stimulera votre courage. Mais d'un point de vue plus médical, l'ail réduira votre pression sanguine et fluidifiera votre sang, le rendant ainsi difficile à boire et de mauvais goût. C'est donc une arme naturelle, non négligeable. Et pour finir, si vous savez où le corps de votre vampire repose, entourer sa tombe d'églantier peut littéralement l'empêcher d'en sortir, le rendant ainsi prisonnier à jamais. Ces pratiques apotropaïques, c'est-à-dire destinées à repousser le mal, étaient très populaires autrefois. En dehors de l'églantier, on utilisait parfois des grains de riz ou de moutarde, ou bien encore des graines de pavot, que l'on dispersait autour de la tombe du monstre. Il était dit que le vampire ne pourrait pas s'empêcher de compter les graines, une par une, le rendant statique et facile à atteindre, sans compter que ces plantes disposaient du pouvoir de réduire considérablement le sien. Très bien. Sachant tout cela, comment utiliser ces plantes à bon escient ? Les anciennes croyances et légendes nous apprennent qu'il existerait plusieurs manières de procéder. Par le biais de rituels, tout d'abord. Il y aurait en effet un moyen de se protéger des vampires en traçant autour de soi un cercle de protection en le parsemant de sauge, de lavande ou de romarin, tout en récitant des prières ou des incantations qui nous seraient propres, mais dont chaque mot serait prononcé avec la plus grande ferveur. La seconde solution serait de confectionner de petits talismans, en plaçant dans un petit sachet en tissu un peu d'ail, de verveine, de romarin et de lavande. Il s'agirait ensuite de le porter constamment autour du cou ou de le placer sous son oreiller. Nous pourrions aussi placer des petits sachets de ce genre aux endroits stratégiques de notre maison, portes d'entrée, fenêtres, cheminées. La troisième solution consiste à pratiquer des fumigations de sauge ou d'armoise dans les espaces que l'on souhaite nettoyer ou protéger. Cela marche aussi avec les bâtonnets d'encens de lavande, de millepertuis ou de romarin. Les huiles essentielles sont aussi particulièrement intéressantes, du fait de leur parfum puissant. Aussi, se frictionner d'un mélange d'huile végétale de millepertuis, agrémenté d'huile essentielle de ces mêmes plantes, serait efficace, particulièrement si nous les appliquons sur les points de pulsation, là où nous sentons battre notre pouls. Vous pouvez essayer de mélanger ces huiles dans de l'huile végétale d'ail, mais là, vous risquez aussi de faire fuir les vivants, je vous préviens. Employer des plantes vivantes est également une bonne solution. Si vous avez un jardin ou un petit coin de verdure près de chez vous, plantez des herbes médicinales, telles que la verveine, l'aubépine ou le romarin autour de vos entrées, pour créer une barrière naturelle contre les vampires. Quelle qu'en soit sa forme ou sa nature. Tressez des couronnes de ronces ou de millepertuis et suspendez-les au-dessus de vos portes et fenêtres. Buvez régulièrement, et notamment avant d'aller vous coucher des tisanes de sauge, de romarin, d'armoise ou de millepertuis pour à la fois purifier votre corps, votre esprit, et répandre autour de vous une aura protectrice. Libre à vous également de prendre des bains infusés de ces plantes pour obtenir le même effet. Une autre technique consisterait à dessiner des symboles protecteurs autour de votre lit ou de vos points d'entrée à l'aide de poudre faite à partir des herbes que je vous ai citées. Ce peut être un cercle de protection, des pentacles, des croix, des sigils ou des runes, comme la rune algise, représentant un motif de protection et de défense. Bien que moins courant, certains occultistes utilisent des motifs spécifiques liés directement aux herbes en tant que telles. Par exemple, dessiner de façon réaliste des feuilles de sauge ou d'armoise autour de la maison pourrait constituer une barrière efficace également, à condition là encore d'y mettre de la ferveur et de réciter ces prières simultanément à leur réalisation. Chaque méthode peut être utilisée seule ou simultanément. L'intention et la croyance que l'on porterait quant à leur efficacité jouant un rôle crucial dans leur potentiel succès. Voici un fait intéressant. En étudiant ces plantes,
J'ai remarqué une chose. Selon les préceptes de l'aromathérapie quantique, chaque plante agit sur un chakra en particulier. Or, si l'ensemble des plantes que je vous ai citées agissent tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, jusqu'à atteindre chacun d'entre eux, il semblerait qu'il y ait une affinité particulière de ces plantes pour le chakra racine, le chakra du plexus solaire et celui du cœur. Le chakra racine est associé à la survie et la connexion avec la terre. Or, le vampire, de par sa soif de sang, n'a qu'un seul souhait, survivre. Quant au lien avec la terre, le vampire étant par définition un homme mort et enterré, ce lien me semble évident. Dans le chakra racine résident nos besoins fondamentaux, comme celui de se nourrir. Il nous rattache à tout ce qui fait notre nature humaine et primordiale, et sa couleur est le rouge, celle du sang. Par conséquent, employer contre lui des plantes reliées au chakra racine, finalement, serait lui tendre la main et lui rappeler ce qu'il est, au fond, ou ce qu'il a été jadis, un homme, tout comme sa potentielle victime. Le chakra plexus définit notre personnalité, notre puissance personnelle et notre volonté, certes, mais aussi notre maîtrise de nous-mêmes et de nos impulsions. Sa couleur est le jaune, celle du soleil que le vampire semble tant craindre. Si employer contre lui des plantes dont l'essence résonne en profondeur avec le chakra plexus est efficace, se pourrait-il que cela signifie que l'on cherche ainsi à maîtriser ses pulsions morbides et mortelles ? Et puisque sa volonté et sa puissance sont trop fortes, à les équilibrer, et ainsi en quelque sorte restreindre son pouvoir. Le chakra plexus est le soleil. Cela peut aussi vouloir dire qu'employer des remèdes naturels habités par le soleil, que le vampire redoute, est un moyen efficace de le neutraliser. Et enfin, le chakra du cœur définit notre capacité à aimer et faire preuve de compassion. Des qualités dont semble cruellement manquer le vampire. Sa couleur est le vert, la couleur dont on pense en Ayurveda qu'elle traverse tous les plans existants, physiques et éthérés. La couleur de la nature, dirigée contre une entité qui, d'une certaine façon, serait contre nature. Les plantes associées au chakra du cœur viendraient donc agir chez lui comme une purification ultime, atteignant à la fois sa nature physique, s'il est un vampire fait de chair, et son âme ou son essence, perdue dans les ténèbres. En définitive, encore une fois, la nature nous prouve qu'elle est bien notre alliée, une amie bienveillante des vivants, mais aussi des morts. C'est ce qui se dégage de cette étude. Même si elle le repousse, elle offre au vampire une seconde chance de se racheter et de ressentir à nouveau la vie, l'amour, la compassion et l'empathie, et de lui ouvrir un passage vers la lumière et l'absolution. La nature, en vérité, lui envoie de l'amour, ce qui peut sur le moment lui faire ressentir de la douleur, mais aussi lui rappeler qui il est, réellement, ou qui il était autrefois. Un être capable d'aimer, de pardonner et d'être pardonné. Dans le folklore et la littérature, plusieurs méthodes naturelles et rituelles sont souvent mentionnées pour se guérir soi-même du vampirisme ou espérer en guérir quelqu'un. Cette notion même de guérir du vampirisme est complexe et varie considérablement selon les cultures et les époques et la forme de vampirisme que l'on souhaite traiter. Je vous ai compilé ici les plus fameuses. Premièrement, l'exorcisme et les rituels religieux. Probablement la méthode la plus répandue et populaire au cinéma ou en littérature, très populaire dans les régions slaves et la tradition chrétienne. L'exorcisme, les prières et la bénédiction sont en effet des méthodes courantes pour chasser l'esprit maléfique du corps d'un vampire fait de chair et d'os. En présence de la créature, on l'asperge d'eau bénite, brandit des croix et récite des prières dans l'espoir que cela fonctionne. Je dis « espoir », car cette tentative n'est pas toujours couronnée de succès. Ensuite viennent les méthodes naturelles. Il est parfois fait mention dans les textes de remèdes anti-vampirisme, que la personne prétendument infectée devait consommer régulièrement jusqu'à chasser le mal en elle, juste après avoir été mordue et avant qu'elle ne succombe. Il s'agit plus ou moins des mêmes plantes et herbes que celles chargées de les repousser, et que je vous ai citées auparavant, mais il en existe d'autres. L'eau de rose.
l'eau de rose combinée à des prières et des incantations pouvait être utilisée pour purifier le corps et l'âme d'une personne mordue par un vampire. Là encore, que signifie la rose? L'amour, la compassion, l'empathie, la générosité, les sentiments purs. La potion de mandragore. La mandragore, une plante aux nombreuses vertus magiques, était parfois utilisée dans des potions censées guérir ou protéger contre les influences maléfiques, y compris le vampirisme. L'onguent de millepertuis. Le millepertuis, connu depuis longtemps pour ses propriétés médicinales, était également utilisé dans des préparations magiques. Un onguent à base de millepertuis appliqué sur le corps pouvait protéger contre les attaques de vampires, ou même inverser les effets d'une morsure. La potion d'ail et de sauge. Une potion faite d'ail et de sauge, deux plantes fortement associées à la protection contre les esprits maléfiques, pouvait être utilisée pour protéger une personne récemment mordue ou pour purifier un vampire déjà transformé en le forçant à la boire. Cette potion était souvent bénie par un prêtre ou utilisée dans le cadre d'un rituel de protection et d'exorcisme. Mais dans le cas où cette potion était utilisée sur un véritable vampire, donc un homme décédé, cela incluait la mort définitive de son corps et l'élévation de son âme. Le sang de dragon. Le sang de dragon est une résine rougeâtre, provenant d'arbres de la famille des draconniers, relativement rare et très cher, qui était utilisée dans diverses traditions magiques pour ses propriétés protectrices et curatives. Mélangé avec d'autres ingrédients mystiques et utilisé dans un rituel de bannissement, il était censé guérir ou protéger contre le vampirisme une personne récemment mordue. L'encens de benjoin et de myrrhe. Brûler de l'encens de benjoin et de myrrhe, connu pour ses propriétés purificatrices, dans un espace où se trouve un vampire, était censé purifier l'air et le vampire lui-même. L'encens était souvent utilisé lors d'exorcismes pour chasser les esprits maléfiques, y compris dans le corps d'une personne. Dans sa lutte contre l'infection vampirique, il est dit qu'on utilisait également autrefois certains remèdes alchimiques et magiques. Les traditions ésotériques et alchimiques suggéraient l'existence de potions ou d'élixirs capables de guérir du vampirisme. Ces remèdes étaient souvent extrêmement difficiles à réaliser et contenaient des ingrédients rarissimes, uniquement réalisables par les alchimistes les plus expérimentés. L'élixir de vie, par exemple. Dans certains textes alchimiques, il existe la notion d'un élixir de vie ou élixir d'immortalité, une potion qui pourrait non seulement prolonger la vie, mais aussi guérir diverses afflictions, comme le vampirisme. Cet élixir, vous allez vite comprendre, est une rareté absolue, et à mon avis, n'était pas employé très souvent. Pour faire un élixir de vie, il vous faut pour commencer la pierre philosophale. La chose la plus complexe à fabriquer et objectif ultime de tout alchimiste. Même les plus sages et compétents d'entre eux passaient parfois leur vie entière à tenter de réaliser cette pierre. Dotée d'innombrables pouvoirs de purification, elle était en outre censée pouvoir transmuter n'importe quel métal en or et prolonger la vie humaine jusqu'à l'immortalité. Deuxième ingrédient de l'élixir de vie, l'or potable. Il s'agit d'une préparation dans laquelle de l'or était dissous dans un liquide fait d'éthanol, d'acide nitrique, d'acide chlorhydrique, de vinaigre, de sel d'ammonium, de soufre et de divers élixirs végétaux, pour créer une boisson censée guérir toutes les maladies et revivifier. En alchimie, l'or potable était un symbole de perfection absolue et sacrée. L'élixir de vie contenait aussi du mercure philosophique. Aussi connu sous le nom de mercure des sages, c'est un autre ingrédient crucial. Il incarne l'esprit vivant de toute matière. Ajoutez à cela un peu de soufre philosophique, symbole de l'âme en alchimie, présumé capable d'apporter la transformation spirituelle nécessaire à la création de cet élixir de vie, et à toute personne véritablement très chanceuse qui boirait cette potion impossible. Le vin alchimique, ou vin consacré, autre ingrédient de cet élixir, est déjà plus facile à obtenir. Un vin alchimique peut être préparé en infusant des herbes sacrées et en le bénissant à travers des rituels spécifiques. Ce vin est censé aider à la purification et à la transformation spirituelle du sujet qui le boit. L'élixir de vie contenait aussi du sel des sages. Le sel des sages, ou sal sapientum, représente la base corporelle en alchimie.
Il s'agit d'un sel purifié à plusieurs reprises pour enlever les impuretés et atteindre un état de perfection nécessaire à la confection de l'élixir. Ce sel symbolise et procure à la fois la purification de l'âme et de l'esprit. Les alchimistes ajoutaient à cela de la quintessence. La quintessence est l'essence pure de toute substance, extraite par des processus alchimiques secrets et bien gardés. Elle est censée être l'incarnation de la perfection et de la pureté, capable de conférer des propriétés curatives et prolongatrices de vie à l'élixir. Les alchimistes terminaient l'élixir par des herbes et plantes sacrées. Des plantes telles que l'aconite, la mandragore ou la myrrhe. Bref, si vous ne comptez que sur l'élixir de vie pour neutraliser votre vampire, je ne voudrais pas vous décourager, mais c'est un peu perdu d'avance. Il reste 2 méthodes encore, plus abstraites cette fois, pour espérer guérir quelqu'un ou se guérir soi-même d'un prétendu vampirisme. La rédemption par l'amour, d'après certaines légendes, pourrait être une solution. L'amour véritable pourrait effectivement jouer un rôle dans la rédemption du vampire. Cette idée est largement répandue en littérature et au cinéma, où le vampire retrouve son humanité grâce à une relation amoureuse, sincère et pure. Là encore, cela dépend du type de vampire que vous cherchez à soigner. Cela ne peut éventuellement marcher qu'avec un vampire classique. Je ne suis pas sûre que quelqu'un ait véritablement envie d'une relation amoureuse avec un Nosferatu ou un Penanggalan, par exemple. Et enfin, dernière méthode, la réhabilitation sociale. Dans certains récits modernes, la guérison du vampirisme est traitée par une réhabilitation sociale, où le vampire apprend à contrôler ses instincts et à vivre parmi les humains sans leur nuire. Cette approche humanise le vampire et le présente comme un être capable de rédemption et de changement. Il vous faut ici espérer tomber sur un vampire coopératif et non encore complètement perverti par ses vices. Il vous faudra aussi vous montrer particulièrement patient et persuasif. Ces méthodes montrent la diversité des croyances et des pratiques liées à la tentative de guérison du vampirisme. Elles ne sont pas simples et, pour ainsi dire, peu employées. Personne ne blâmera, je pense, ceux qui ont un jour eu affaire avec ces créatures, d'avoir surtout cherché à leur planter un pieu dans le cœur, plutôt qu'à vouloir le convaincre de redevenir bon. Il est important de noter que toutes ces méthodes relèvent bien entendu de la superstition et du folklore, et n'ont aucun fondement scientifique. Si quelqu'un est préoccupé par des questions de santé ou des croyances spirituelles relatives au vampirisme, il est davantage conseillé de nos jours de consulter un professionnel de santé ou un conseiller spirituel. Ce qui nous amène à parler désormais des raisons plus psychologiques ou médicales, bien réelles cette fois, pouvant faire penser à une éventuelle infection vampirique. Le vampirisme, en tant que mythe et légende, a beaucoup intrigué les chercheurs et les cliniciens. Et ils sont parvenus à la conclusion que plusieurs troubles mentaux pourraient être associés à ce concept, ainsi que plusieurs pathologies véritables. Bien que le vampirisme ne soit pas une condition reconnue dans la classification médicale moderne, certaines maladies et troubles psychiatriques peuvent effectivement expliquer certains comportements ou croyances liés au vampirisme. Commençons par l'aspect proprement médical. La porphyrie est un groupe de maladies métaboliques rares qui affecte la production d'hème, composant essentiel de l'hémoglobine. Pour survivre, le malade atteint de porphyrie doit régulièrement recevoir du sang, sous forme de transfusion. Les symptômes de la porphyrie incluent une photosensibilité sévère, des douleurs abdominales terribles, des changements de couleur de l'urine et de la peau, ainsi que des symptômes psychiatriques allant de la confusion mentale à l'agitation, aux hallucinations, paranoïa, insomnie et accès de rage, accompagnés de comportements antisociaux marqués et de pulsions violentes. Certains aspects de la porphyrie, tels que la sensibilité à la lumière et les lésions cutanées, peuvent avoir contribué à la croyance selon laquelle les vampires craindraient la lumière du jour. Jadis, lorsqu'on ne connaissait pas encore les techniques de transfusion, il est probable que le malade en besoin vital de sang se soit ainsi mis à en boire, coûte que coûte, en agressant ses victimes. La porphyrie est à mon sens l'explication médicale la plus juste. La rage, ou hydrophobie, est une maladie virale qui peut entraîner des comportements agressifs et une aversion pour l'eau.
Dans les phases avancées de la rage, les individus peuvent présenter des comportements semblables à ceux des vampires, tels que l'agitation, l'agressivité et la salivation excessive, ce qui a pu alimenter le mythe du vampire et de sa crainte de l'eau bénite. L'anémie sévère, en particulier celle causée par des carences nutritionnelles ou des maladies chroniques, peut provoquer une pâleur, une faiblesse et une fatigue extrême. Bien que cela ne soit pas une explication directe du vampirisme, les symptômes physiques de l'anémie pourraient avoir contribué aux descriptions du vampire comme un être pâle et faible, nécessitant du sang pour retrouver sa vitalité. Passons maintenant aux explications psychiatriques de ce phénomène. L'hématodipsie, ou désir de boire du sang, et l'hématophagie, l'acte de boire du sang, sont des comportements accompagnant généralement des troubles psychiatriques graves, tels que la schizophrénie ou le trouble de la personnalité antisociale. Les individus atteints de ces troubles développent de puissantes obsessions ou des compulsions violentes liées au sang. Certains traits du trouble de la personnalité narcissique, tels que la perversion du même nom, l'hubris, la soif de pouvoir et de contrôle, et l'exploitation des autres, peuvent être rapprochés du comportement vampirique. Les vampires légendaires sont d'ailleurs souvent dépeints comme charismatiques et manipulateurs, des traits qui peuvent apparaître dans ce trouble de la personnalité. Là, nous ne parlons pas bien sûr de vampires suceurs de sang, mais davantage de vampires psychiques ou émotionnels. Les délires et la psychose, symptômes majeurs de la schizophrénie ou du trouble bipolaire en phase maniaque, peuvent inclure des croyances erronées et des hallucinations. Par exemple, un individu pourrait croire qu'il est un vampire ou qu'il a besoin de boire du sang pour survivre. Ces croyances délirantes incluent tout naturellement des comportements imitant le vampirisme. Il existe un autre syndrome, dit syndrome de Renfield, du nom d'un des personnages du roman de Bram Stoker, également connu sous le nom de vampirisme clinique, qui décrit un état psychologique rare où les individus ont une compulsion incontrôlable à boire du sang. Les personnes atteintes de ce syndrome peuvent avoir des antécédents de traumatisme ou de troubles psychiatriques graves, les poussant parfois à croire qu'ils agissent sur ordre d'une puissance supérieure ou d'un maître vampire. Vous voyez à quel point le mythe du vampire est complexe et riche de multiples explications. S'il se prête bien aux romances et aux récits d'horreur, il n'en demeure pas moins, peut-être, une justification de nombreux troubles proprement psychiatriques ou pathologiques. Difficile de démêler le vrai du faux dans ces conditions. Il se pourrait aussi qu'il y ait une explication plus prosaïque à ce phénomène. Autrefois, des personnes enterrées vivantes auraient pu tout simplement sortir de leur tombe en s'extrayant tant bien que mal et rôder çà et là en état de choc, débraillés, déshydratés, affamés et probablement en colère, et auraient pu effectivement agresser leurs proches en leur reprochant de les avoir ensevelis à tort, sans qu'il n'y ait là quoi que ce soit de surnaturel. Mais l'être humain préfère croire et faire marcher son imagination, et quelle création grandiose que celle-là! Le vampire et ses 1000 visages, ses pouvoirs étranges et redoutables, l'incarnation parfaite de nos plus grandes peurs, la mort, le sang, la damnation éternelle. Et vous, dites-moi, quel est le vampire qui vous effraie le plus? Dracula, Lestat ou le Nosferatu? Ou bien peut-être est-ce le Penanggalan ou le vampire des ombres? Partagez-nous cela en commentaire. Je vous souhaite en tout cas de bien dormir cette nuit, sincèrement. Et dans le doute, n'oubliez pas de boire une petite tisane de sauge avant d'aller vous coucher et votre collier d'ail. On ne sait jamais. Prenez soin de vous les amis et à bientôt.